Bonjour Anne-Catherine. Je t'embrasse. Bienvenue. C'est toujours de bises. Je ne sais pas pourquoi, mais on est en Belgique et chaque fois que j'embrasse une dame, elle me fait de bises. Pourquoi est-ce qu'il faut deux bises? Je ne sais pas, probablement parce qu'on passe trop de vacances en France et ils nous contaminent, et probablement aussi parce qu'il y a un certain plaisir à donner deux bises. Parce qu'il paraît que tu es comme moi, liégeoise. Mais oui, je suis liégeoise, comme toi. D'origine croate, par contre. Je ne sais pas si tu peux en dire autant. Non, du tout. Moi, liégeois de chez liégeois, pur et dur. Mais voilà, moi, issue de l'immigration, bien adoptée par Liège et maintenant, j'espère, bien intégrée à Bruxelles. Quand est-ce que tu as déménagé de Liège à Bruxelles? Une première fois, figure-toi, pour venir habiter tout près d'ici et faire le conservatoire de danse, qui se trouvait rue des Bouchers. Et j'avais 12 ans et j'ai vécu 2 ans à Bruxelles, jeune adolescente et jeune danseuse. Et puis je suis retournée en famille et je suis revenue ensuite à 18 ans, car je suppose que le virus bruxellois m'avait attrapée, là, bien jeune. Et je suis venue étudier à Bruxelles et je n'ai plus jamais quitté Bruxelles. En tout cas, si, j'ai quitté Bruxelles, mais je ne suis jamais retournée vivre à Liège. Et je ne crois pas que j'y retourne. Tu as très peu connu les nuits endiablées du Carré. J'ai tout de même... attends, tu as raison, donc il y a quand même eu un chapitre, j'ai fait ma maîtrise d'ingénieur architecte à Liège. Je suis donc ingénieur civil, mais à l'ULB à l'époque, on ne pouvait pas choisir l'architecture. On pouvait choisir la construction, mais pas ingénieur architecte. Or, moi, j'ai tout fait un petit peu dans des études trop strictes d'ingénieur, et l'option architecture offrait quand même une ouverture sur la créativité qui me faisait défaut à ce moment-là. Alors aujourd'hui, tu diriges une entreprise qui s'appelle Gallica, une entreprise que tu gères, une entreprise immobilière, que tu gères d'une manière un peu particulière, puisque tu as un slogan qui est quelque chose de très humain. Alors, très humain et très urbaniste. Il est vrai qu'avec une certaine ambition, on a choisi Human Estate comme étant le baseline, le slogan. Human, H-U-M-A-N, donc humain. Oui. Voilà. Et l'idée, c'était... Enfin, plus que l'idée, disons que mon expérience dans le secteur s'était un petit peu heurtée à une manière de travailler que je jugeais un peu désincarnée peut-être, un peu froide, un peu trop financière, un peu trop bétonnée peut-être, ou trop technique. Et l'ambition qui a été la nôtre est peut-être d'inverser les priorités et de commencer par le contexte global de la ville, toujours. Je suis ingénieur architecte, mais également urbaniste, et je suppose que c'est mon point d'entrée de tout projet. Je commence par aborder un site, un lieu dans lequel nous pourrions faire un projet immobilier, mais je commence à l'aborder comme un urbaniste, c'est-à-dire dans la place qu'il occupe, dans son environnement. Et de l'analyse, on va dire, des avantages, des inconvénients, des caractéristiques de ce contexte global et de la place de ce site par rapport à ce contexte global, nous élaborons une réponse que nous espérons aussi adéquate que possible à l'ensemble des aspects de la problématique. Donc d'abord et avant tout des problématiques de type le vécu des personnes dans ce quartier et à cet endroit. Et puis nous y ajoutons des considérations d'ordre esthétique, de gabarit, de fonctionnement, d'économie parfois, puisque je crois que l'économie est vraiment très très importante dans la ville. Et tout cela, à un moment donné, se traduit en architecture. Alors à ce moment-là, ça devient un projet immobilier. Mais dans toute la phase amont, c'était probablement plus une démarche d'urbaniste qu'une démarche d'architecte. Tu viens d'expliquer ton processus donc de partir en fait de l'étude, de l'existant, de l'urbanisme. L'architecture est très importante avant la vente, etc. Comment est-ce que tu fais le choix des architectes avec lesquels tu vas travailler ? Alors, il est vrai que nous sommes assez exigeants, nous avons besoin d'un dialogue de co-création. Et ça,
crois que c'est un critère assez important. Peut-être que tous les architectes ne sont pas désireux d'avoir une telle ingérence de la part du maître d'ouvrage dans le processus de leur création. Tu co-dessines le projet? Alors, co-dessiner, ça devient assez précis, mais en tout cas, par le dialogue, je pense que on va dire, nous avons une contribution qui va au-delà du j'aime et je n'aime pas. Oui, nous dessinons, nous redessinons, nous dialoguons. Alors, ne me comprends pas mal, hein, je laisse à César ce qui lui appartient et il est évident que tout le mérite, je dirais, de la réussite architecturale des projets que nous réalisons revient et reste à l'architecte. Mon idée n'est pas du tout ici de tirer la corde à nous. On s'est connus, toi et moi, au MIPIM. Parce que, tu l'as dit, nous sommes ici dans un projet assez exceptionnel, je pense, pour Gallica. C'est le projet Îlot Sacré. On est à 2 pas de la Grand Place. Un projet entièrement fait par des femmes, puisqu'il y a toi, le bureau d'architecture c'est DDS+, et donc c'est principalement Dominique Delbrou qui a travaillé dessus. Dominique qui fait d'ailleurs l'objet d'un portrait que l'on va diffuser sur le site caviar.archi très très prochainement. Et puis également Marie Demanet qui a travaillé sur toute l'étude dont tu viens de parler, la pré-étude en tout cas sur l'histoire, parce que l'histoire c'est quelque chose qui t'intéresse très très fort. Avant de parler de ces femmes, je voudrais quand même que l'on regarde toi en train de recevoir un prix et tes émotions de l'époque. En novembre 2012 ou 2013, je ne me souviens plus, je me promenais en ville et un de mes amis m'a emmené dans une impasse en me disant « Viens voir, je vais te montrer quelque chose ». Et au bout de cette impasse, il y avait ce qu'on appelle une friche ou un chancre. À partir de là, j'ai essayé de comprendre pourquoi cet endroit était toujours dans cet état-là, sachant que les démolitions s'étaient tenues dans les années 60. Et j'ai décidé de l'acquérir. On l'a acheté en 2013 et depuis, on a essayé d'apprendre d'abord des erreurs de nos confrères dans le monde de la promotion immobilière, car 14 projets avaient été développés sur ce site. Ces 14 projets avaient même conduit à 6 permis de bâtir. Et la question évidemment passionnante était de comprendre pourquoi, après 50 ans, aucun de ces projets n'avait encore été réalisé. Et puis c'était aussi très intéressant pour nous de comprendre pourquoi les maisons avaient été démolies. Car de notre point de vue, dans la zone UNESCO autour de la Grand Place, on a tout de même une présomption de qualité patrimoniale qui fait que démolir ces maisons semble être une erreur historique. Donc, une fois le bien acquis, une fois l'analyse de toute l'histoire de ces échecs faite, mais aussi l'analyse de ce qui fonctionnait bien avant les démolitions, notre projet est parti d'une idée vraiment très simple, qui était de dire nous allons repartir du tracé viaire qui préexistait des démolitions et nous allons un petit peu l'agrandir, l'améliorer, l'espacer. Donc historiquement, il n'y avait que la rue d'une personne et nous avons fait la rue d'une personne plus une placette et nous avons donc d'abord et avant tout conçu un projet d'espace public. Et c'est autour de ce projet d'espace public, qui était une véritable réparation dans la ville de Bruxelles, que nous avons disposé des immeubles. Et nous n'avons pas disposé un immeuble, mais nous avons disposé 7 immeubles. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a 2 accroches sur les rues extérieures, donc notamment sur la rue Marché aux Herbes, vraiment dans une façade qui est dans la perspective de la Grand Place, et de l'autre côté sur la rue des Bouchers. Donc il a 2 accroches visibles, mais qui sont très petites, et il faut prendre les impasses pour découvrir cette nouvelle place. Et ça donne un ensemble qui est assez surprenant, parce que les gabarits sont les hauteurs des gabarits de l'îlot sacré en général, donc de 2 étages ou 3 étages. Et puis on a particulièrement aussi fait quelque chose d'original, c'est qu'on a créé entre guillemets des maisons sur le toit avec des duplex. Et son originalité, c'est d'avoir une diversité de logements. Donc il y a et des étudiants qui sont distribués par des coursives extérieures et des accès extérieurs. On a à la fois des appartements plus classiques qui sont distribués par ascenseur et par garage d'escalier intérieur. On a des maisons aussi individuelles et on a aussi des logements pour étudiants communautaires. Donc c'est assez diversifié au niveau du type de logement et du type d'accès.
Nous, ce qu'on aime, c'est s'imprégner de l'endroit et puis pouvoir le transcender et pouvoir proposer quelque chose de contemporain, mais qui aussi ne fait pas table rase de tout ce qu'il y avait. Par exemple, dans l'îlot sacré, pour nous, c'était important de ne pas implanter des logements qui soient une grosse masse. Et donc, c'est pour ça qu'on a travaillé toutes les toitures, toutes les façades, en inspiration avec les pignons, les toitures, les ardoises qui existent dans l'îlot sacré. On a créé sur la placette un élément campanile particulier qui est un petit monument qui donne l'identité au projet. On a aussi créé avec les ardoises et la brique blanche et des matériaux durables qui sont des matériaux d'aujourd'hui, quelque chose de particulier. Et aussi par exemple on a une petite touche colorée de couleur qui lui donne un peu son clin d'œil et qui lui donne un peu sa particularité. J'ai l'impression que depuis la fin de tes études, et les différentes missions à l'étranger, à Spa, à Bruxelles, avec des participations avec Robelco, la création de Gallica, ont construit toute une carrière. Est-ce qu'il y a un fil rouge que tu retiens dans cette carrière, une aptitude? L'une d'entre elles, c'était cette envie que mon action professionnelle fasse sens. C'était vraiment quelque chose de très important. Alors on appelle ça des valeurs, on appelle ça des contributions à la collectivité, on appelle ça comme on veut, mais la quête de sens est quelque chose quand même qui est très très important pour moi. Et la deuxième chose, c'est que je suis quelqu'un d'excessivement autonome et donc je ne pouvais fonctionner que dans des environnements, que ce soit dans des entreprises ou en dehors des entreprises, que dans des environnements qui me laissent un espace d'autonomie considérable. Une autre manière de le dire, qui est peut-être celle à laquelle toi tu pensais, c'est que je suis quelqu'un d'assez polyvalent avec des intérêts qui vont dans différentes directions, un pied technique, un pied créatif, un pied sociologique, un pied politique, un pied... très affectif, un pied très rationnel, voilà. Et toutes ces contradictions-là ont été, dans mon cas, résolues en créant une entreprise que je fais, pas à mon image, mais en tout cas en faisant les arbitrages auxquels moi je crois.